Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler des risques liés à un investissement sur Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain, c'est une entreprise qu'on a étudiée, je pense, au mois d'avril 2021 sur la chaîne. Donc, quand on étudiait l'entreprise, on était aux alentours de 54 euros l'action par là. Donc, je pense que c'était le 1er avril par là. Donc, aux alentours de 54 euros l'action, et nous, à Top Invest, on avait dit ceci. L'entreprise en question ne représentait pas une opportunité d'investissement, d'accord? La valeur était située entre 30 et 40 dollars par là au mieux. Et sinon, le meilleur prix, le prix d'acquisition idéal pour cette entreprise était aux alentours des 20 euros. Donc, on avait clairement décidé ici de ne pas acheter cette entreprise, en tout cas par rapport à ce qu'on avait vu dans les chiffres. En même temps, avant même d'investir dans cette compagnie, au cas où elle nous aurait plu, on aurait quand même regardé les rapports financiers pour essayer de voir où est-ce que se situe le risque d'investissement au niveau de cette entreprise aussi, hormis la perte en capital si vous achetez au mauvais prix. Donc, c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. On va tirer le document d'enregistrement universel de 2021 et on va essayer de voir les risques liés à un investissement dans Saint-Gobain, en tout cas par rapport à la compagnie elle-même. Donc, elle dit ceci. C'est à partir de la page 228 ici, d'accord? Donc 228, document d'enregistrement universel de 2021. Donc, il dit ceci. Le groupe Saint-Gobain conduit ses activités dans un environnement en constante évolution. Il est dès lors exposé à des risques dont la matérialisation pourrait avoir un effet défavorable significatif sur ses activités, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. Donc, les risques présents peuvent avoir un impact négatif à court terme et à long terme. Donc, il faut faire attention. Ce chapitre présente les principaux risques auxquels le groupe estime être exposé à la date du présent document d'enregistrement universel. Donc, c'est ce qu'ils estiment à la date d'émission de ce document. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le modifier également. Donc, ça pourrait changer dans le sens où il y a peut-être un risque présentement qu'ils n'ont pas mentionné, mais qui pourra avoir un impact négatif sur la compagnie. Donc, c'est pour ça que, généralement, pour les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, il faut les comparer. D'accord? Il faut essayer de voir surtout celles qui font la même chose. Donc, si on est dans le secteur de la construction, etc., bon, elles vendent des produits pour le secteur de la construction en général. Il n'y a pas que le secteur de la construction, il y a également le secteur automobile. Donc, il faudrait aller voir par rapport aux produits qu'elle vend, qui sont les différents compétiteurs et aller regarder les risques par rapport à ces compétiteurs-là également, qu'est-ce qui signifie comme risque. D'accord? Donc, ce qui vous permet de voir si les deux parlent parfois la même chose ou bien il y a un qui a mentionné quelque chose que l'autre n'a pas mentionné et qui pourrait avoir un impact général, selon vous. Donc, ici, l'évaluation par Saint-Gobain de l'importance des risques peut être modifiée à tout moment et notamment si de nouveaux faits internes ou externes se matérialisent. Ils vous préviennent déjà que ça peut arriver. Donc, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que d'autres risques dont le groupe n'a pas connaissance à la date du présent document d'enregistrement universel ou dont la réalisation n'est pas considérée à cette date comme susceptible d'avoir un impact défavorable significatif sur le groupe, ses activités, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives peuvent ou pourraient exister ou subvenir. Oh, il y a beaucoup de si ou de ou. Dans tous les cas de figure, en général, il vous mentionne que tout ce qui est présentement ici, c'est ce qu'on savait au moment où on a écrit ce document. Donc, on a ici le risque propre au groupe et à son secteur d'activité. En petit 1, on a le risque lié au cycle économique. Et je pense que sur la vidéo de mars, d'avril, on s'inquiétait par rapport au cycle économique. Parce qu'il dit ceci. La plupart des marchés sur lesquels le groupe est présent sont cycliques. Cycliques. Une partie importante des activités du groupe est liée à l'investissement dans le secteur de la construction, à savoir les marchés de la rénovation, 46% du chiffre d'affaires 2021, de la construction neuve résidentielle, 22% du chiffre d'affaires, et non résidentielle, 12% du chiffre d'affaires de 2021. Donc, en gros, on est dans le secteur de la construction, cycle économique, taux d'intérêt. Vous avez compris? Voilà. Donc, ils disent également ceci, qui suivent généralement le caractère cyclique de la conjoncture économique. Les résultats du groupe sont dès lors sensibles aux conditions macroéconomiques des zones géographiques, régionales et locales dans lesquelles le groupe est implanté. Il mentionne également que le groupe est établi dans 75 pays à travers le monde. Donc, même si on est implanté dans 75 pays à travers le monde, c'est des régions différentes où le niveau de risque est totalement différent, d'accord? Il y a des pays plus stables que d'autres. Il le mentionne également ici. Donc, une détérioration de l'environnement économique mondial liée par exemple au ralentissement conjoncturel d'ampleur ou
une forte récession dans une de ces zones géographiques est susceptible d'impacter à la baisse la consommation des produits du groupe dans la zone géographique concernée. Donc, ce qui pourrait avoir un effet significatif défavorable sur le chiffre d'affaires, les résultats, la génération du cash flow libre et les perspectives du groupe. Donc, cash flow libre, ce sont les free cash flow. Donc, ici, si l'environnement macroéconomique se détériore dans une région où elle est fortement implantée, ça pourrait avoir un impact général. Si l'environnement macroéconomique mondial se détériore, récession, inflation, ça pourrait avoir un impact négatif sur cette compagnie. Et ça, c'était déjà en 2021. Ça, c'est en 2021 qu'il le mentionne. D'accord? Donc, vous avez largement le temps de pouvoir vous situer. D'accord? Parce que nous, on a fait l'analyse en 2022, mais cette information-ci date de 2021, en tout cas, par rapport à ce qu'ils avaient en 2021. Donc, ici, il mentionne également le risque lié aux activités internationales du groupe. Donc, ça veut juste dire que, dépendamment des régions, on se retrouve, par exemple, le risque est plus élevé en Amérique du Sud qu'en Europe de l'Ouest. Donc, ce genre d'informations-là. Donc, vous avez tout ça ici. Donc, il faut le lire. C'est très, très important. Donc, ici, il mentionne qu'enfin, le groupe évolue dans un contexte géopolitique incertain où les tensions commerciales telles que celles pouvant résulter du conflit entre la Russie et l'Ukraine ou celles existantes entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus importantes. Le groupe exerce majoritairement ses activités dans des marchés locaux, voire section 1, 2, la section 1.2.1, très important du chapitre 2. Donc, quand on vous renvoie dans ce genre de section-là, notez, documentez cela et allez lire. C'est très important parce que c'est lié. Mais certaines de ces activités industrielles ont des chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire voir encore la section 1.1, 1.2.2 du chapitre 2, et peuvent faire l'objet de tensions politiques et commerciales comme l'industrie automobile. Donc, l'industrie automobile peut avoir des répercussions négatives sur cette compagnie-ci, surtout parce que la chaîne d'approvisionnement est à peu près mondiale. D'accord? Donc, allez-y regarder pourquoi. Donc, ici, ils disent que on a également le risque lié à l'innovation et à la révolution numérique. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Le risque lié à la propriété intellectuelle. Ici, le risque lié à l'approvisionnement et à l'évolution des coûts de l'énergie et des matières premières. On y va. Les activités industrielles du groupe dont certaines sont fortement consommatrices d'énergie, par exemple le vitrage, bâtiment et automobile, l'isolation ou encore le gypse, donc voilà la section 4, donc on va faire ça rapidement, ou dépendantes de certaines matières premières pourraient être affectées par une hausse significative des prix pouvant découler de difficultés d'approvisionnement en matières premières et ou en énergie, donc gaz naturel, électricité, ou par la survenance de catastrophes naturelles, événements climatiques extrêmes ou de circonstances géopolitiques telles que le conflit entre la Russie et l'Ukraine. À titre illustratif, au 31 décembre 2021, les engagements d'achat irrévocables. Quand on dit irrévocable, ça veut dire que si vous ne le faites pas, c'est une dette. D'accord? Du groupe relatif aux matières premières et énergie représentait 1,6 milliard d'euros. D'accord? Dans le contexte actuel d'accélération de l'inflation des coûts de l'énergie, Saint-Gobain a déclaré anticiper une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières d'environ 1,5 milliard d'euros en 2021 par rapport à 2020. Donc, il y aurait une pression à la baisse au niveau des marges. D'accord? Donc il dit ceci. Donc, dans cette somme-là, dans ces 1,5 milliard de plus en 2021, dont 1,1 milliard d'euros pour le seul second semestre 2021. D'accord? C'est-à-dire que si on agit semestre par semestre, ça veut dire qu'on peut aller aux alentours de 2 milliards cette année ou bien 2,2 milliards en 2022. D'accord? Vu qu'un semestre, c'est 6 mois, donc x 2, pour une année, c'est 2 milliards 200. Donc, on continue. Cette augmentation de l'inflation concerne principalement le coût de l'énergie en Europe, où le groupe dispose cependant de couverture pour le gaz naturel et l'électricité à hauteur de 50% au quatrième trimestre 2021, 65% en 2022, 25% en 2023 et à des cours en faible hausse par rapport au prix de 2020. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du gaz, on est à peu près géré parce on s'est couvert à long terme. D'accord? C'est-à-dire que la répercussion de l'évolution du prix du gaz va moins nous toucher parce qu'on s'est protégé à long terme. D'accord? Mais maintenant,
ça peut également agir, ça peut également être à double tranchant. Si on prend des ententes sur le gaz présentement à long terme, alors que le prix du gaz est élevé, on pourrait ne pas ressentir les bénéfices d'une baisse du prix du gaz également sur les marges. Donc, ça a son importance. Donc, ils disent ici, la capacité du groupe à répercuter les augmentations de ses coûts à ses clients dépend pour une grande partie de conditions de marché ainsi que des usages commerciaux. Ça ne veut pas dire que parce qu'on augmente, le prix du gaz augmente ou bien de la matière première, on peut la répercuter directement sur le prix du produit final. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est plus lent. Donc, vous le savez déjà, même en cas de répercussion par le groupe, cette dernière peut être répercutée que par... Enfin, ils ont dit que cette dernière peut n'être répercutée que partiellement et ou faire l'objet d'un décalage dans le temps. Donc, ce n'est pas une certitude que la totalité des charges supplémentaires soit répercutée sur le prix. D'accord? Et ce n'est pas une certitude que ce soit répercuté instantanément. Ça peut prendre du temps. D'accord? Donc, elle n'a pas un si grand pricing power que ça. D'accord? L'incapacité du groupe à répercuter immédiatement et ou intégralement l'augmentation des coûts des matières premières et ou de l'énergie à court terme pourrait avoir un effet significatif défavorable sur son activité, sa situation financière ou ses résultats. Donc, l'inflation des coûts des matières premières nous affecte négativement à court terme et pourrait également nous affecter négativement à moyen terme. D'accord? Donc, elle ne peut pas s'ajuster en conséquence rapidement comme un LVMH qui peut augmenter les prix directement. D'accord? Et ça, c'est même encore à vérifier parce que ça, c'est la perception qu'on a de l'extérieur. Si on ne lit pas les rapports financiers au niveau des risques, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. D'accord? Donc ici, c'est important de le savoir. On continue. D'accord? Donc maintenant, on a le risque industriel et environnemental, les risques industriels et environnementaux, donc les risques liés à la croissance externe. Donc ici, c'est une entreprise qui croît par acquisition. Et elle vous dit ceci, et faire une croissance par acquisition ne veut pas dire forcément c'est de la bonne croissance. Regardez Atos aujourd'hui qui souffre. Avoir fait des croissances par acquisition pendant plusieurs années, à la fin de la journée, le revenu, le chiffre d'affaires augmente, mais les marges ont tendance à souffrir à moyen terme, long terme. Donc, une entreprise qui fait une croissance par acquisition, ce n'est pas généralement synonyme de bonnes acquisitions, parce qu'ils le disent également. La stratégie du groupe repose en partie sur la croissance externe, notamment par le biais d'acquisition d'entreprises ou d'actifs, de prise de participation ou la constitution de co-entreprises dans les secteurs d'activité du groupe et dans des zones géographiques dans lesquelles le groupe souhaite s'implanter ou se renforcer. Pour savoir quelles sont ces régions-là ou ces zones-là, section 4 du chapitre 2. D'accord? Donc, on continue. Le groupe pourrait cependant ne pas être en mesure d'identifier des cibles attractives ou de conclure des opérations au moment opportun et ou dans des conditions satisfaisantes. Donc, voir 4.2, chapitre 2, encore une fois. Ça veut dire que même si on fait une acquisition, on ne vous garantit pas qu'on a payé le bon prix. D'accord? Ce qui pourrait avoir des impacts négatifs à moyen terme, long terme. La réalisation des bénéfices attendus de telles opérations de croissance externe dépend pour partie de la réalisation des synergies attendues et de l'intégration des activités des sociétés acquises et des relations entretenues avec les co-investisseurs dans les co-entreprises. Donc, c'est très complexe. Le groupe ne donne aucune garantie quant à l'atteinte de ces objectifs qui, s'ils ne se réalisaient pas dans les délais et au niveau attendu, pourraient affecter la situation financière, les résultats du groupe et les perspectives. Donc, vous ne pouvez pas donner des garanties également par rapport à la stabilité des revenus à long terme, parce que même le groupe ne vous le dit pas. Donc, faites attention aux certitudes. D'accord? Donc, ce n'est pas le fait également d'être négatif ici, c'est dans le sens où ça pourrait arriver. C'est quelque chose à prendre en considération. Donc, c'est par rapport à ça que vous allez mûrir votre réflexion. Une entreprise qui exerce dans un secteur cyclique, dans lequel elle n'a pas énormément de pricing power, c'est pas qu'elle n'en a pas, mais voilà, c'est pas si fort que ça également. Est-ce que je vais l'acheter à $40 ou $50 parce qu'elle me verse un dividende ou parce qu'on a une perception de qualité de cette entreprise-là? Non. Je demande une décote supplémentaire, d'où la marge de sécurité. D'accord? Vous constatez qu'à $40, à 54 ou $40 l'action, ça ne représente peut-être pas une opportunité d'investissement si on prend en considération ces différents risques-là. D'accord? Et quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, période inflationniste, voilà, récession à l'horizon, entre parenthèses, parce que de toute façon, l'augmentation des taux d'intérêt entraînera une récession.
Parce que l'inflation, on n'a pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Dites-vous qu'il y a au moins 60% de possibilités qu'une récession arrive. C'est pas un doute ou ni quoi que ce soit. Il y a au moins 60%. Et ça, je suis même gentil en disant 60%. Donc, dès aujourd'hui, quand vous investissez dans une entreprise où vous payez 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, posez-vous les questions parce que les taux d'intérêt auront tendance à faire redescendre, à faire redescendre les évaluations. D'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme une balance. Taux d'intérêt augmente, multiple diminue. Taux d'intérêt diminue, multiple augmente. C'est une balance. D'accord? Donc, je ne paye pas 20 fois les bénéfices pour une entreprise pareille. Et en plus, elle s'échange à combien aujourd'hui? 8,47 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on a une opportunité d'investissement, surtout parce que nous avons une entreprise qui est cyclique ici. Et encore, ça ne prend pas en considération la dette. Je vous ai toujours dit que le PER simple, pris de manière isolée, ne vaut rien du tout si vous ne prenez pas en considération la dette. Donc, on revient ici sur nos risques. Donc, après, vous avez les risques système d'information, les risques liés au changement climatique, etc. Donc, vous pouvez aller lire ça de vous-même. Donc, on continue. On a les risques financiers ici. Donc, dans les risques financiers, on a les risques liés aux procédures administratives et judiciaires. Attention, attention. Ne négligez pas cette partie. D'accord? Parce que ces entreprises ont tendance à avoir des procès. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Bayer, qui a eu l'intelligence maladroite de faire l'acquisition de Monsanto à un prix extraordinairement élevé et qui se retrouve aujourd'hui avec des procès liés notamment au glyphosate qui est cancérigène, il faut dire la vérité. D'accord? À la fin de la journée, ils vont se retrouver à payer des milliards de dollars pour une acquisition qui, selon le management passé, était une bonne idée. Donc faites attention aux acquisitions, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc, une entreprise pareille, surtout avec les problèmes liés à l'amiante, elle a énormément de procès présentement. Donc, il faudrait voir à peu près si elle a provisionné un certain montant pour ces différents procès. En tout cas, il faut être au courant de ces différentes situations-là. Parce que si vous manquez une information ici, on vous dit qu'elle doit payer 2 milliards parce qu'on l'a condamnée là-bas, alors qu'elle avait déjà dit dans ses rapports financiers ici que ça pourrait, voilà le coût. Voilà les charges qu'on pourrait avoir par rapport à X ou Y. Donc, ils disent ici que le droit de la concurrence et procédures liées, donc c'est un procès ici, donc enquête de la Commission suisse de la concurrence dans le secteur de la distribution de matériel sanitaire. Donc, ici, ils ont tendance à faire des ententes ici pour garder le prix à un certain niveau. Donc, voilà, c'est très commun dans ce genre d'activité ici. Également, enquête de l'autorité de la concurrence française dans le secteur des produits d'isolation thermique des bâtiments. On dit ici litige lié à l'amiante, litige français relatif à l'amiante, action en reconnaissance de faute inexcusable. Également, on a la situation aux États-Unis, mesures prises pour parvenir à une résolution équitable et définitive des passifs historiques liés à l'amiante de certaines titres corporations aux États-Unis. Donc, on a un procès présentement aux États-Unis. Voilà, on est en train d'arranger la situation. Donc, on est en train de prendre des mesures par rapport à ça. Donc, on ne sait pas combien ça va coûter. Action et répartition de préjudice d'ancienneté. Donc, ils ont énormément de procès. Situation au Brésil. Donc, il faut lire cette partie. Elle est très, 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 très importante. Aussi importante que les chiffres. Parce que si vous manquez quelque chose, si vous pensez que le niveau des chiffres c'est parfait, vous pouvez manquer quelque chose si vous ne lisez pas les rapports financiers. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est 50% du travail. Et c'est la partie la plus facile. Parce que personne n'aime lire. Et pourtant, c'est dans la lecture que vous avez vos avantages. C'est en lisant que vous aurez un avantage compétitif par rapport aux autres investisseurs. D'accord? Donc, ne soyez pas comme les autres investisseurs. Si vous vous considérez comme investisseur à la fin de la journée, comme stock, si vous voulez faire du stock picking, il faut lire. Il faut vous documenter. D'accord? Ne cédez pas à la paresse. D'accord? Sinon, achetez un ETF et faites du DCA tranquillement. D'accord? Et restez tranquille. Mais si vous avez une seule action en portefeuille, ça demande du travail. Il faut lire. Il faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Donc ici, on aime bien le stock picking parce que notamment voilà, le rendement peut potentiellement être élevé si on a fait le bon choix d'investissement et si on a fait ses devoirs. Bon, parfois aussi, on peut ne pas bien faire ses devoirs et avoir un coup de chance. Ça peut arriver. Maintenant, le plus difficile, c'est de pouvoir déterminer si on a eu un coup de chance ou pas. D'accord? Donc, faites attention également à vos émotions. Donc, on se dira ici que c'est tout pour Saint-Gobain. Il vous mentionne littéralement que la période actuelle peut être difficile pour nous, dans le sens où, vu qu'on exerce dans un secteur assez cyclique, quand on parle du secteur de la construction, il faut regarder qu'est-ce qui drive le secteur de la construction, qu'est-ce qui permet au secteur de la construction de pouvoir performer. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Parce personne n'achète un bâtiment ici ou bien personne ne fait des rénovations sans prendre un crédit. Les rénovations, ça peut même encore aller. Mais surtout les bâtiments neufs, etc., ça peut être difficile. On est également dans le secteur de l'automobile. Est-ce que dans ce secteur-là, ce secteur également est cyclique? Donc, ce qui veut dire que Stellantis va souffrir.
Même si le dividende est mignon et tout le reste, mais en période inflationniste, elle va souffrir. D'accord? On a fait une analyse également de Stellantis. J'étais très optimiste par rapport à Stellantis, mais je sais pertinemment qu'on va souffrir. D'accord? C'est-à-dire que si je sais qu'on va souffrir, je ne vais pas mettre 50 ou 10% de mon portefeuille dans une compagnie cyclique. D'accord? Donc, vous pouvez aimer Saint-Gobain, mais avec ces informations, si peut-être si vous avez l'intention de mettre 5% de votre portefeuille, vous allez vous dire, ah, je vais aller à 1%. D'accord? Donc ici, dites-moi si vous avez d'autres entreprises sur lesquelles vous aimeriez qu'on fasse une revue des risques ici. Donc, ce n'est pas tout. Je vous encourage vivement à lire les risques. C'est important. Faites même une page par jour si vous voulez. D'accord? Mais une fois que vous connaissez le risque d'investissement, vous êtes calme. Ça vous donne une vision générale, une vision 360. D'accord? Donc ici, ce sera tout. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Merci.